à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, il n'y a pas de limite, non, il n'y en a pas à l'expansion d'Internet. L'ingénieur américain Robert Kahn n'a pas fait que prononcer cette phrase, il l'a surtout mise en pratique puisque c'est l'un des pères fondateurs d'Internet et c'est notre rôle modèle du jour. Amélia Mattar a une idée derrière la tech et pas que derrière la tech, derrière les livres aussi puisqu'on va revenir sur l'œuvre d'un auteur passionné par l'enfance, Daniel Pénac. Oui, pour cette fin d'année scolaire, une pensée à tous les cancres qui attendent frénétiquement de pouvoir retrouver leur liberté. On en parle dans ce livre. Dans notre club actu, on va d'abord faire un retour sur Vivatech. 150 000 visiteurs et 5 millions de téléspectateurs. Et un invité surtout en majesté, Elon Musk. On va revenir sur cette Muskmania qui s'est emparée de la porte de Versailles à Paris. Et puis aussi sur les risques et les opportunités de l'intelligence artificielle dont il a été beaucoup question. En deuxième partie, on va essayer de comprendre pourquoi les jeunes préfèrent les influenceurs. 50% des 18-24 ans s'informent via ces personnalités et délaissent les journalistes. C'est le constat de rapports de Reuters, YouGov et de l'université d'Oxford. Alors, est-ce qu'il faut vraiment s'en inquiéter? Et puis surtout, ça veut dire quoi pour l'éducation, aux médias et à l'information? Pour en parler, la Dream Team du Club Actu de l'École du Futur, Marion Moreau, journaliste indépendante, spécialiste du numérique, créatrice de l'excellente newsletter Hors Normes. Bonjour à toi. Bonjour Marjorie. Et on ne saurait passer un jeudi sans lui, Stéphane Zibi, évidemment président de Ionis X. On refait le Mac, RCJ. Je t'ai mis une couronne en plus sur la tête. Bon, prends-la, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Expert évidemment dont refait le Mac et tech pour RCJ. Bonjour à vous, Majesté. Bonjour Marjorie, bonjour à toutes. Amélia est bien sûr aussi à nos côtés pour commenter ses actus, mais d'abord, focus. Si Sir Tim Berners-Lee a inventé le web, eh bien Robert Kahn et son homologue Vint Cerf ont imaginé la façon de connecter des ordinateurs entre eux et les personnes qui vont avec d'ailleurs. Un protocole de communication dit TCP/IP qui est toujours la base d'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Xavier Terrade retourne quand même aux sources pour notre rôle modèle. Il est l'un des premiers à avoir parlé d'Internet avant même sa création. L'ingénieur américain Robert Elliott Kahn a inventé avec Vinton Cerf le protocole TCP/IP, une technologie pionnière qui a ensuite permis à l'agence américaine DARPA de créer les prémices du réseau ARPANET qui sera lancé en 1975. C'est l'ancêtre d'Internet, du moins de son architecture. Le but était à l'époque de connecter rapidement des ordinateurs en cas de guerre. Une dizaine d'années plus tard, il a fondé la Corporation for National Research Initiative, dont il est toujours président à 83 ans. Robert Elliott Kahn a reçu avec Vinton Cerf la médaille Graham Bell. Son invention déterminante lui a permis de faire son entrée en 1997 au Musée national d'histoire américaine. En 2004, il a reçu le prix Turing. Dans les années 70, Bob Kahn n'aurait jamais pensé que plusieurs milliards d'objets pourraient être connectés, une évolution qu'il trouve normale avec le recul. Concernant l'avenir d'Internet, l'ingénieur américain reste incertain, n'ayant pas la prétention de détenir une boule de cristal, même s'il estime qu'il n'y a pas de limite à son expansion. Et voilà pour ces légendes, évidemment, de la création d'Internet. Marry me, Ellen, and buy my startup. C'est littéralement le cri des ralliements des Musketeers qu'on pouvait entendre en force. À Vivatech, on va ouvrir le club, toute première partie. Et pour ce retour à Vivatech ou sur Vivatech, Marion Moreau, Stéphane Zibi et Amélia Mattar, évidemment, débrief l'actualité avec nous. Alors, on va refaire un petit peu les chiffres. 150 000 visiteurs, ce qui place désormais Vivatech devant le CES de Las Vegas en nombre d'attendees. 5 millions de téléspectateurs pour Vivatech News. C'est juste une auto, voilà, une auto-gimmick. Je me permets. Présenté par Marjorie. Et pas que, Aptin Saïdi et aussi Thomas Misraki. Oui, mais surtout par... Et surtout, un invité en majesté pour le coup. Alors, je t'ai mis une couronne tout à l'heure, Stéphane, mais en l'occurrence, la majesté de la tech du moment, c'est Elon Musk. Elon Musk qui s'est donc invité au Dôme à Vivatech. On a rouvert une salle pour l'occasion puisque 3600 personnes ont tenu à assister à cette session d'Elon Musk sur la scène de Vivatech. Il y avait d'abord une partie en solo avec Maurice Lévy, qui est évidemment le cofondateur du salon. Et puis ensuite, une discussion avec plusieurs CEO des corporates françaises, notamment Christelle Edelman, la CEO d'Orange, et Antoine Arnaud pour l'Europiana et LVMH.
Qu'est-ce qu'on a vraiment appris, les amis? Vous qui avez suivi aussi cette session comme moi. On a beaucoup plus appris de choses avec l'interview d'Anne-Sophie Lapix sur France Télévisions, sur France 2, lundi soir. Lundi soir, c'était beaucoup plus intéressant, qui a été tourné d'ailleurs à Vivatech. Hein, donc elle a dû remercier son mari qui a pu lui permettre d'avoir accès à Elon Musk, parce que quand même c'est Arthur Sadoun, le président de Publicis, donc il faut dire les choses comme elles sont. Mais c'était très bien, et je trouve là par contre l'interview, elle était beaucoup plus instructive et un peu plus rentre-dedans, surtout quand elle a commencé à parler de Twitter. Et là par contre, le ton était changé. On n'était plus dans une sorte de fanboy. Il y avait une forme d'hystérie. Ouais, je trouvais un peu hystérique, quoi. Alors moi, peut-être, je suis pas le plus grand fan d'Elon Musk, même s'il est très visionnaire et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais tout ce qu'il pouvait dire. Moi, je n'étais pas très fan. Quoi. 27 minutes d'interview sur France 2. C'est une première pour un 20h, une personnalité de la tech reçue pendant 27 minutes par Anne-Sophie Lapix, en effet. Marion, ça montre à quel point aujourd'hui, qu'on l'aime ou qu'on puisse lui faire quelques reproches, Elon Musk est incontournable. Ah oui, Elon Musk est incontournable. Il fait d'ailleurs la tournée de la planète. Vous l'avez vu hier, même tout à l'heure, il vient de tweeter qu'il était avec le Premier ministre Modi, le Premier ministre indien, que Tim Cook était allé voir il y a un mois déjà. Donc, aujourd'hui, les géants de la tech sont des chefs d'État, sont reçus comme des chefs d'État. Plus, on le verra, peut-être l'avenir dira si effectivement ils sont un peu plus. Moi, j'ai trouvé que l'interview de Vivatech était à l'image de ce qu'est une interview à Vivatech par Maurice Lévy, à qui on rend hommage sur l'organisation de cet événement. C'est un communicant, il ne s'en cache pas. D'ailleurs, voilà, il avait commencé, je crois, l'interview comme ça en disant voilà, je ne cherche pas de scoop, je ne suis pas journaliste. C'était bien de le dire. Versus Anne-Sophie Lapix, qui est effectivement a eu cette chance de rencontrer Elon Musk et de l'interviewer 27 minutes, de le cuisiner un peu plus. Mais 27 minutes, c'est pas suffisant parce que il n'a pas lâché quoi que ce soit. Je veux dire, moi, j'ai rien appris d'Elon Musk, ni sur scène, ni sur France 2. Il y a quand même eu un bras de fer et il l'avait dit d'ailleurs sur la scène vendredi dernier à Vivatech, un bras de fer sur est-ce qu'il a réussi à nettoyer notamment Twitter de certains messages de haine. Lui prétend que les études ne sont pas forcément fiables, en tout cas celles que opposé Anne-Sophie Lapix, et qu'il a réussi avec ses équipes à éradiquer 90% des bots qui pourraient aussi propulser et propager ces messages de haine. On peut vraiment le croire ? Non, parce qu'en plus France Télévisions et la rédaction de France 2 mettait, pendant qu'il était en train de parler, en surbrillance, on mettait des cartouches qui montraient qu'il mentait. Qui mentait en direct. Il y avait un fact-check qui était vachement live. bien. Oui. Et donc, de fait, il pouvait raconter ce qu'il voulait. On sait que c'est pas vrai. On sait que c'est pas vrai. C'est même en explosion depuis qu'il a sorti. Et en plus, avec le blue check qui est accessible à tout le monde à condition de payer, c'est devenu encore plus n'importe quoi. Alors moi, j'ai toujours pas payé. Je suis toujours blue check, mais j'ai pas déboursé un seul euro. J'ai retrouvé mon blue check. Raconte-nous comment tu as retrouvé ton blue check. Je sais pas. C'est l'enquête de la scène. Il y a écrit blue check depuis 2016. Ouais. Voilà, et donc j'ai rien. Moi, ils se sont trompés, il y a un bug sur moi. Stéphane Zibi, since 2016. C'est beau. Je suis très heureux de ça. Je suis très fier. Non, pas très fier, je m'en fous. Non, mais pour revenir à Vivatech, c'est vrai qu'il ne faut pas que ça écrase tout le reste de ce qui s'est passé quand même dans cet événement qui est devenu, et je pense qu'on peut en être fier, il faut vraiment rendre hommage aux organisateurs qui ont été résilients, qui ont passé le Covid et qui ont réussi cette édition de façon meilleure que 2019, qui était la dernière édition normale, et c'est devenu plus fort que le CES, et que si ça devient l'événement de référence de nos sujets, et que ça se passe en France au mois de juin, il faut juste que ça fasse un peu chaud. Ce sera au mois de mai l'année prochaine, parce qu'il y a les JO. Oui, tant mieux. C'est une bonne nouvelle, ça fera moins chaud. C'est content, il peut déjà marquer son agenda, Stéphane Zibu, il est content. Je m'en fous. Je viendrai quoi qu'il arrive, mais c'est pas grave. On arrête tout pour Vivatech. On espère qu'il n'y aura pas trop de ponts, par contre, au mois de mai l'année prochaine. Oui, c'est ça. Ça va être compliqué. L'ascension, c'est au début du mois. Il a déjà tout noté. Non, mais t'es parfait. C'est un Google Agenda à lui tout seul. Non, mais sans rire, je pense qu'on a vraiment une chance de ça. Et tout ce qui pourrait être fait maintenant, ça pourrait être. On pourrait profiter, on devrait profiter de cet événement-là pour faire encore plus de choses.
parce que franchement, on n'est pas un pays anodin, quoi. Alors Marion, ce qui est intéressant, c'est que c'était aussi la 7e édition de Vivatech. Je posais la question à François Bitouzé sur ce plateau il y a quelques jours. 7e édition, est-ce que c'est l'âge aussi de raison d'un écosystème? C'est vrai qu'on a vu sur ces 10 dernières années, parce que c'est aussi cette année les 10 ans de la French Tech, cet écosystème se structurer. On l'a vu grandir, tous et tout ensemble ici autour de ce plateau. Le fait aussi que les levées de fonds soient en difficulté, notamment sur ce semestre-ci 2023, fait qu'il y a peut-être un moment où il faut regarder de façon beaucoup plus lucide ce qu'on est en train de faire d'un point de vue tech, d'un point de vue investissement et d'un point de vue régulation. Oui, c'est de toute façon une heure de vérité. Je crois que c'est comme en photo. Il y a un moment donné, il y a une épreuve. Voilà, en photo, il y a une épreuve aussi pour l'écosystème français, qui est quand même, ne l'oublions pas, relié à l'écosystème européen. Aujourd'hui, vous le savez, le centre de décision quand même, notamment sur les dépenses publiques, l'argent ne vient pas de nulle part, se décide à Bruxelles. Donc, je pense qu'il faut quand même essayer d'avoir une picture, comme on dit en anglais, de ce que c'est vraiment un écosystème. C'est l'épreuve, on le sait, puisque tu le disais, effectivement, les levées de fonds sont moins nombreuses. Beaucoup de start-up commencent à dégraisser, à licencier, à se mettre un peu en sécurité par rapport à un éventuel manque de cash, à une conjoncture qui n'est pas évidente, au prix des matières premières. Je pense à toutes les start-up qui font du hardware. Aujourd'hui, elles souffrent. Elles ont souffert déjà d'une pénurie d'une partie des composants qui aujourd'hui deviennent assez chers. Donc, c'est vraiment une épreuve. Beaucoup disent, des patrons d'investissement notamment, que c'est pas plus mal parce que finalement c'est un filtre naturel, c'est un peu le darwinisme dans la tech et que voilà. Après, il y a quand même autour de l'IA une espèce de folie qui, moi, m'interpelle. On en a connu d'autres, hein, ça fait longtemps qu'on est dans le web, qui est un vieux mot maintenant d'ailleurs, plutôt la tech. L'écosystème web. Non, mais il y a eu comme ça des espèces d'envolées, de folie un peu. Et je trouve qu'aujourd'hui, une start-up qui lève en à peine 4 mois, après un PowerPoint, une start-up qui s'appelle Mistral, qui lève 105 millions d'euros, moi, ça m'interpelle. J'ai envie d'en savoir plus. Alors, justement, j'ai envie qu'on en sache plus tous et tout ensemble ici autour de cette table, parce que c'est vrai que l'IA était littéralement partout à Vivatech, à la fois en tant que crainte vis-à-vis des technologies qu'elle avance, notamment sur le volet IA générative, en tant qu'opportunité pour les investisseurs qui quand même ont envie de placer l'argent qui leur reste quelque part, et puis qu'enjeu, encore une fois, de régulation. Mistral AI dont tu parles était présente sur scène, notamment avec Emmanuel Macron, là aussi mise en avant, 105 millions d'euros levés alors que cette boîte n'existait même pas il y a encore 2 mois. C'est quand même assez spectaculaire. Des cofondateurs, 3 en l'occurrence, qui sont aussi des anciens de Big Tech, notamment ça rassure, ça rassure, mais est-ce que ça veut dire pour autant que, et ça fait partie des éléments de discussion tout au long de ces derniers jours, face à des modèles d'IA générative américaines qui sont donc travaillés dans des labos américains avec certains biais de conception, est-ce qu'on peut avoir ces IA génératives françaises, européennes, qui vont nous permettre d'assurer une certaine souveraineté industrielle, numérique, culturelle, ou est-ce que c'est un fantasme ? Alors, je permets de répondre. En fait, la première personne qui m'a parlé de ça, et d'ailleurs c'est dans ces locaux-là, c'est notre cher Guillaume Gralet, qui me dit regarde. On rend hommage. Moi, je rends toujours hommage à Guillaume, ce qui appartient à Guillaume. Et donc je rends hommage à Guillaume, et Guillaume me dit regarde Mistral. Je dis ok. Alors moi tout de suite, dès que Guillaume me dit quelque chose, moi j'obtempère, on va dire ça comme ça. Donc je regarde Mistral et je vois rien, je comprends rien. Je dis voilà, je vois un site, bon il y a pas grand-chose. Et voilà, et quelques temps après, quelques semaines plus tard, je vois cette levée, j'y tiens quand même, c'est beau. Normalement, pour lever autant d'argent, il faut avoir quand même mis sur le marché, parce que lever de l'argent en ce moment, c'est devenu plutôt complexe. Et donc, je souhaite, et j'adorerais voir ce que ça donne, parce que quand même l'IA, ce qui est important pour l'IA, c'est le temps. On ne peut pas parler d'early stage, on en a parlé tout à l'heure, tu en parleras sûrement quand on parlera sur la partie financement. Mais voilà, c'est quand même donc je ne sais pas si on est plutôt dans une folie, comme tu dis, qui entraîne qu'on doit avoir une posture souverainiste qui nous obligerait à financer une boîte et qui serait notre champion, et qu'on parierait sur eux, et si ça marche, tant mieux, pourquoi pas, parce que potentiellement il y a de la place, parce qu'il y a quand même des affreux méchants américains qui ont une black box et qui va devenir incontournable. Donc peut-être que ce serait un champion français et peut-être européen qui viendrait se mettre contre eux, pourquoi pas. Et c'est vrai que le fait qu'ils aient un passé dans de grandes entreprises, ça peut être
un facteur de succès. Moi, je demande en tout cas qu'à y croire et à vouloir essayer leur truc derrière. Mais bon, pour l'instant, on peut rien dire. En tout cas, on met un machine du côté de j'aimerais bien savoir, pour essayer de voir. comprendre. Si tu me permets de commenter Mistral. Alors, c'est effectivement monté par 3 jeunes start-upers qui viennent de Google DeepMind et de Llama. L'un d'eux serait un architecte, il faut vérifier, je pense ça. De Llama, ce modèle open source d'IA générative, donc ce fameux LLM. Il en est question, en fait, sur Mistral, c'est ce que j'ai cru comprendre. Moi aussi, mais on ne sait pas. J'ai pas vu de MVP. Juste pour savoir, pour que tout le monde ait la bonne info, les LLM, c'est... Large Language Models. Voilà, c'est un des langages. Il y a 2 langages, il y a celui-là et celui qui est développé par Google, en gros, voilà. Et c'est ça qui est... Ce qui est certain pour comprendre Mistral, pour celles et ceux qui nous écoutent, de ce que je comprends moi aussi en observant et en regardant, c'est que, en fait, tout part d'une doctrine. On le disait avant qu'on démarre cette émission, Marjorie, il y a aujourd'hui un ministère de l'industrie, de l'économie et de la souveraineté numérique. Et donc, ça veut dire aussi, derrière, qu'il y a une doctrine. C'est un gouvernement qui a une feuille de route, qui a des axes politiques très forts. Et donc, il n'est pas question de se faire doubler une énième fois par ce qu'on appelle les hyperscalers, notamment les big tech américains, donc Google DeepMind, donc Meta, Facebook, qui aujourd'hui produit largement sa deep tech propriétaire. Et donc là, aujourd'hui, il y a vraiment aujourd'hui une décision qui cascade vers les fonds d'investissement qui sont priés, et je pense pas forcément d'ailleurs dans ce sens-là, mais qui vont naturellement vers l'IA générative pour aller sur, et ça sans doute que tu en parleras avec Gilles Babinet, que tu reçois sur ton plateau je crois, vers l'open source en fait. L'Europe va miser sur l'open source parce qu'on n'a pas aujourd'hui les capacités, pas tant financières, mais d'approvisionnement. On n'a pas aujourd'hui les moyens d'acheter des millions, des centaines de millions de composants, de construire les data centers qui vont avec, parce que l'IA, c'est ça quand même, c'est très physique. Et donc, comme on n'a pas ces capacités-là, on va les mettre aujourd'hui sur d'autres types d'IA, évidemment l'open source. Ouais, l'IA, c'est du très concret, c'est du très physique. En effet, comme tu dis, Marion, et Gilles Babinet sera en effet avec nous pour une masterclass dans quelques jours dans l'école du futur. Il y a quand même une notion, tiens, le génie IA d'une autre big tech a apporté, notamment à l'occasion de Vivatech, c'est le fait de se dire que peut-être que les IA génératives font déjà partie de l'histoire et du passé. C'est Yann LeCun, le patron justement du laboratoire IA de Meta, qui avançait cette notion sur la scène de cet événement en disant en réalité l'IA d'aujourd'hui et l'apprentissage automatique sont vraiment nuls, je le cite. Les humains ont du bon sens alors que les machines non. ChatGPT n'est pas particulièrement innovant et prend ça marche même dans les dents. Il en profite en même temps pour annoncer un nouveau modèle d'IA sur lequel Meta est en train de travailler, qui s'appelle GPA, John Embedding Predictive Architecture, qui apprend à la manière d'une intelligence humaine. En clair, aujourd'hui, les modèles d'IA générative façon ChatGPT apprennent en mangeant des données, des datas, toutes celles qu'elles peuvent avaler, et pour pouvoir ensuite régénérer des modèles prédictifs. Aujourd'hui, l'autre modèle proposé par Yann LeCun va aller comparer les données qu'on lui donne là aussi à apprendre. Elle va comparer des représentations abstraites d'images ou de sons. Ça lui permet de se rapprocher d'un apprentissage de cerveau humain et donc de pouvoir jongler avec les concepts. Bon, est-ce qu'on est en train, par technologie et génération d'IA interposée, en train plutôt d'assister à un nouveau round entre big tech ? Il y a une grande part de frustration déjà de la part de Facebook. Déjà, il faut dire les choses comme elles sont. Parce qu'en fait, Yann LeCun, il est depuis très longtemps là-bas. Et peut-être que dans tous les services de Facebook, c'est peut-être pas celui qui a été le plus visible. Parce que c'est long de développer des concepts. C'est très long. Et c'est parce que ça tient d'une chose, c'est que plus on a de paramètres, plus on a de chance éventuellement de réussir à avoir quelque chose de cohérent en résultat derrière. Moi, je me souviens, je vais pas donner mon âge, même si tout le monde peut le savoir. Voilà, mais en 94, j'ai fait mon premier programme d'intelligence artificielle qui permettait de faire reconnaître à travers les pare-chocs si on passait un Dodan ou si on allait écraser une Vaidam. À 4 ans seulement, tu as fait ton premier modèle IA, c'est beau. Non mais Yann LeCun, il faut écouter Stéphane Zibi, vous le recrutez. Non, même pas. Et donc, j'aurais eu beaucoup de vieilles dames qui auraient été écrasées malheureusement parce que ce que je faisais n'était pas terrible. Mais donc voilà. Donc en gros, quand même, c'est long de développer un programme. Et donc c'est vrai que ce qu'il dit sur le papier, c'est très bien, mais casser du sucre sur des choses qui a permis quand même de
démocratiser et de rendre quand même plus que populaire et vraiment mettant presque aux oubliettes le moteur qu'est Google, qui semblait omnipotent. Je trouve ça déjà, franchement, c'est un petit peu exagéré. Je trouve que c'est pas une guerre. Là, je pense que j'ai plus senti des phrases de frustration de voir que d'autres sont sur le point de réussir. Google, qui a beaucoup investi dans DeepMind, n'a pas eu les résultats et sort Bard seulement maintenant. Et pourtant, il est un petit peu moins fort que ce que développe OpenAI. Donc voilà, moi, je pense beaucoup, je vois de la frustration et c'est de la com. Mais par contre, ce qu'ils annoncent, c'est vrai, sur le papier, c'est très bien. C'est comme Apple, c'est très bien. Mais ce qui explique aussi que du coup, ces investissements en IA soient massifs parce qu'elles demandent beaucoup de capital pour parfois des résultats incertains, Marion. Ah bah oui. Oui, mais on est au début et je réponds là de fait à ta question, ta remarque sur est-on en train d'assister à une nouvelle guerre entre Big Tech? La réponse est définitivement oui. Quand on regarde tous les paramètres aujourd'hui, que ce soit effectivement les montants investis, que ce soit les problématiques adressées, sociétales, entre autres, que ce soit aujourd'hui la bataille entre géants, là j'entends les géants, Chine, Europe, États-Unis, etc. On est bien sur un tournant de ce qu'on a connu avant. Et on va rentrer maintenant dans un Internet automatisé, un Internet d'assistants intelligents, pour sans doute de belles applications. Mais effectivement, on n'a pas aujourd'hui, à part ChatGPT, de killer app. C'est la seule killer app aujourd'hui qui donne une vision de ce que vont être aujourd'hui les IA génératives dans différents champs d'application. Speaking of which, je voudrais qu'on termine quand même cette partie retour à Vivatech, IA et Muskmania, avec aussi une actualité régulation, parce que pendant que le grand monde justement de la tech s'esbaudissait à Paris et débattait de toutes ces notions, eh bien le Parlement européen faisait un premier pas vers le fameux AI Act, cette pièce de régulation majeure, qui désormais repart selon la procédure de l'Union européenne en trilogue entre le Conseil de l'Europe, le Parlement européen et la Commission européenne. Une pièce de régulation de l'intelligence artificielle qui devrait être adoptée à la fin de l'année. Ça va prendre encore un peu de temps. C'est important d'abord parce que le commissaire Thierry Breton va achever son mandat en 2024 et qu'on rappelle qu'un des piliers de la mandature de cette commission, c'est Europe Fit for a Digital Age, comment préparer justement l'Europe à cette ère du numérique totalement pleine et plénipotentiaire. Cette pièce de régulation, on en a aussi beaucoup parlé pendant ce salon Vivatech parce que Emmanuel Macron s'est exprimé. Notamment, on pensait qu'il allait adopter une position extrêmement forte en matière de la régulation et plutôt au bénéfice justement des régulateurs. Et finalement, il a mis en garde contre une régulation qui briderait l'innovation. Alors, on s'est tous dit que c'était quand même un petit peu étonnant de sa part. Est-ce que là, il a été un peu Sam Altmanisé quelque part ? Il faudra revenir d'ailleurs sur Sam Altman et ce qu'il prépare depuis un an en coulisses, notamment en termes de lobbying. On en parlera après. C'est compliqué aujourd'hui pour Emmanuel Macron parce qu'il a besoin des investissements d'Elon Musk. Il a besoin aussi de lui offrir des investissements. Vous savez qu'aujourd'hui, Elon Musk ne met pas un dollar sur une gigafactory s'il n'y a pas une politique incitative de subvention. C'est le cas notamment de l'Allemagne qui a accordé une belle somme à Intel qui va déployer ses centres là-bas. Et donc, évidemment, Tesla, lui, est déjà présent en Allemagne parce que l'Allemagne lui a proposé un chèque en retour. C'est compliqué pour Emmanuel Macron parce qu'encore une fois, il a besoin d'un développement économique. Il lui reste quelques temps à Emmanuel Macron avant de finir son mandat. Il faudrait finir idéalement sur des bonnes nouvelles économiques, à défaut d'avoir laissé une empreinte sociale sur les retraites qui fait débat, toujours. Et donc c'est compliqué. Et donc, effectivement, cette régulation, c'est encore une fois doctrinal, puisque c'est l'Europe qui a décidé, elle ne produit pas de champions, mais par contre, elle produit des textes de loi, elle est la garante de la vie privée, du respect des bonnes règles sur son espace. C'est quand même important. Mais ça ne fait pas l'innovation. Ça fait pas l'innovation. L'innovation historique, et vous le savez sans doute, mais c'est bien de le rappeler, c'est quand même avant tout de la stimulation, c'est de l'émulation. C'est la plupart des big tech et des champions français sur pas mal de start-up, elles l'ont fait en bidouillant, en jouant. Parfois même, c'est des bouts, tu le sais, Stéphane, c'est des bouts de features qui ont été développés, qui finalement ont bien marché. Et puis c'est ça qui a fait le produit.
Ouais, bien Donc, sûr. il ne s'agit pas de tuer ça. Et la régulation aujourd'hui telle qu'elle est faite, ceinture et bretelles, gilet jaune, c'est compliqué de Bon, si je t'entends bien, tout le monde est en train de préparer son bilan. Et l'étape d'après, Stéphane, je te laisse répondre à cette question et après on partira vers la planète tech. Alors, on va pas vraiment demander ça en même temps. je vais essayer d'être bref, mais c'est en fait on sait qu'on a besoin de temps, on sait qu'il y a potentiellement une place quand même, que l'Europe et la France particulièrement, parce qu'on a des super développeurs. Hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de Français qui travaillent pour ces grandes sociétés. On a des super développeurs, des bonnes écoles, et je pense que de ce côté-là, on n'a rien à dire, et je pense qu'il y a vraiment une place. Donc si on bride d'une certaine manière, surtout pour quelque chose où il faudra potentiellement être super offensif et rapide, parce qu'il y a du temps à rattraper, étant donné qu'on part avec moins de moyens. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est sûr que potentiellement, mais malheureusement, j'ai bien malheureusement, c'est souvent comme ça. L'Europe, je crois que ça avait été dit sur ce plateau, pas par moi, mais les Chinois et les Américains investissent massivement sur toutes les technos, l'IA en particulier. Nous, on n'investit pas grand-chose, on est là que pour réguler. Donc voilà, c'est un peu notre sport national et on est les champions pour ça. Voilà, on va réguler, ok, très bien, mais il ne faudra pas qu'on oublie d'innover, quoi, parce que c'est ça le plus important. Et je pense que peut-être c'était le sens de l'intervention présidentielle. Non, on ne va pas oublier d'innover. Et d'ailleurs, on va innover en matière d'éducation aux médias et à l'information dans la deuxième partie de ce club. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap du très innovant Édouard Degnaud. I'm on vacation every single day cause I love my occupation. Hey, 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 I'm on vacation. Pour commenter l'actu tech avec Stéphane Zibi, avec Marion Moreau et Amélia Matar. Mais avant de revenir justement à nos actus de la semaine, Amélia a une idée derrière la tech. Et Amélia, avec toi aujourd'hui, on va plonger dans l'œuvre, évidemment, d'un auteur qui aime l'enfance, qui parfois a eu un rapport un peu différent et difficile à l'école, mais qui en parle si bien. Daniel Pénac. Oui, alors on va aller vers des choses beaucoup plus low-tech, effectivement, un bon livre avec du papier. Donc je lis rarement 2 fois le même livre, parce qu'il y a trop de livres à lire, mais celui-là, je l'ai lu plusieurs fois parce qu'il me plaît beaucoup. Je parle de Chagrin d'école de Daniel Pénac. Donc Daniel Pénac, de son vrai nom Daniel Penacchioni, est un écrivain français, connu notamment pour la saga Malocène, tribu foutraque et drôle à souhait, vivant de folles aventures dans le quartier de Belleville à Paris. Absolument. Alors, de quoi parle réellement Chagrin d'école ? Alors, dans Chagrin d'école, prix Renaudot 2007, Daniel Pénac revient sur ses douloureuses années d'école. Et oui, le grand écrivain, primé, adulé, salué par la critique, se qualifie lui-même d'ancien cancre. Il écrit « Donc j'étais mauvais élève. Chaque soir de mon enfance, je rentrais à la maison poursuivi par l'école ».
Le livre raconte avec l'humour espiègle qui caractérise les écrits de Daniel Pénac à quel point l'école peut être effectivement une souffrance, une plaie béante pour l'enfant qui ne s'y conforme pas. C'est tellement d'actualité malheureusement. Il raconte, sans doute avec un peu d'exagération, qu'il lui a fallu 1 an pour maîtriser la lettre A. Pas de panique, ironisait son père. Dans 26 ans, il possédera parfaitement son alphabet. Ouais, un cancre, en tout cas devenu un auteur absolument formidable de la littérature française. Et comment est-ce qu'il explique d'ailleurs ces difficultés scolaires? J'en ai aussi visiblement. Il rappelle déjà à quel point être mauvais élève était pour lui une totale anomalie. Père polytechnicien, mère dévouée, famille cultivée et visiblement équilibrée, il était tout bonnement inconcevable de ne pas être au moins brillant. Et pourtant, le petit Daniel s'est heurté pendant des années à une incapacité totale d'apprendre. Et il relie cette tare à un accident survenu à 6 ans. Daniel Pénac tomba dans une poubelle municipale à Djibouti et fit une septicémie soignée durant des mois par des piqûres de pénicilline qui provoquaient chez lui une terreur immense. C'est cette peur viscérale qu'il éprouva ensuite pour l'école, comme si ses savoirs étaient autant de piqûres tentant de soigner son ignorance. Et c'est cette peur viscérale de l'école qu'il put ensuite observer chez les élèves qui furent les siens. Absolument, puisqu'on le disait tout à l'heure, évidemment, Daniel Pénac est passé de cancre, comme il se décrit lui-même, à écrivain talentueux, mais il a aussi été enseignant. Oui, alors il raconte aussi à quel point il s'est longtemps considéré nul, et il dit cette phrase que j'ai trouvée magnifique. « Or, dit-il, dans la société où nous vivons, un adolescent installé dans la conviction de sa nullité est une proie. » Alors, dans le désordre, sa métamorphose tient d'abord à l'amour de la lecture. À l'époque, lire n'était pas l'absurde prouesse d'aujourd'hui, dit-il. Et il raconte à quel point il a aimé lire dès sa plus tendre enfance. Énorme consommateur de livres, inconscient des apprentissages précieux qu'il en retirait malgré lui, il a construit mot après mot un véritable amour pour la langue. Ensuite, il raconte que ses premiers amours, pour les filles cette fois-ci, ont nourri son manque d'estime de soi. Et on le sait tous, l'amour donne des ailes, même au pire cancre. Et enfin, son sauvetage fut opéré par plusieurs valeureux enseignants, bien décidés à ne pas laisser l'esprit encore frais de cet enfant capituler si vite. Il en nomme plusieurs, et notamment celui qui, voyant bien que les méthodes traditionnelles n'avaient pas pris sur le bambin terrifié par l'école, lui commanda tout bonnement un roman à écrire pendant un trimestre, un chapitre par semaine, une considération fondatrice dans sa métamorphose qui permit au jeune Pénac d'éclore enfin. Et donc de devenir, de passer plutôt d'élève reconnaissant à enseignant reconnaissable. Oui, et de sa mission d'enseignant, il dit notamment qu'il était déterminé à m'occuper d'eux avec le clair souvenir de ce que je fus. Il raconte des tas d'anecdotes qui m'ont ému aux larmes, comme d'hab, me direz-vous. Et je vous rapporte ma préférée. Un jour, un ami de Daniel Pénac l'invite au restaurant, lui promettant une belle surprise. Il s'installe à table et se présente alors le chef du restaurant, 40 ans, qui tend à Daniel Pénac sa copie, rédigée 25 ans plus tôt et notée 13/20, et dont le sujet était « Faites votre portrait à 40 ans ». L'adolescent décrivait dans son devoir le grand cuisinier qu'il rêvait de devenir, et le correcteur, Daniel Pénac, donc, qui avait apprécié la copie, avait commenté le devoir en émettant le souhait de pouvoir s'asseoir un jour à la table de ce restaurant. Voilà. Alors, aux cancres qui vont bientôt quitter l'école pour 2 mois de répit, je vous invite à profiter de l'été pour construire vous aussi des rêves et revenir en septembre déterminé à en réaliser quelques-uns avec l'aide d'un professeur aussi génial que Daniel. On en croise tous, car ils sont nombreux et on les salue ici sur ce plateau. C'est beau, bravo. Bravo. Ouais, merci Amélia. Je viens d'acheter le bouquin là. Magnifique. Il est magnifique. On ne dira pas sur quel site? Voilà. Non, vous n'avez pas un programme d'affiliation. Des big texts en bas. Vous n'avez pas un programme d'affiliation, donc non. Certainement pas. Bon, voilà. Il y a des profs comme ça qui ont changé votre vie littéralement, Ouais. Stéphane et Marion. Ouais. Ah oui, bien sûr, bien sûr. En CM1, moi, à Marlène, moi, je me souviendrai toujours. C'est elle qui m'a donné, qui m'a rendu encore plus curieux. On n'avait pas Internet à l'époque, et elle était exceptionnelle. Voilà. Donc, tu as réussi à programmer l'intelligence artificielle à 4 ans sans Internet. Bravo. Non, résumé des épisodes. Bon, ça c'est. Je dirais rien, non mais bon, voilà. Bon. Marion, là aussi, un prof qui a littéralement, ou une prof qui a littéralement transformé ta vision. Oui, parce que, alors je ne vais pas vous raconter ma vie, parce que c'est pas le lieu. Si, allez, on a pas le lieu. Mais non, mais j'adore ta chronique, je voulais juste te le redire, Amélia, parce que tu pointes des choses au travers de, de ce Daniel Pénac, formidable écrivain. Finalement, des ressentis qu'on a tout enfant. Et moi, j'ai grandi dans un tout petit village en Bretagne, en bord de mer, et
mais j'étais éduquée par des sœurs qui voient une passion absolue pour la littérature et pas du tout pour les maths. Donc j'ai pas fait de maths pendant des années et je suis arrivée à Nantes à l'âge de 11 ans avec une moyenne catastrophique en maths et aussi en CM1, enfin un petit peu après, cet instituteur qui me prend complètement en main et qui m'a dit « tu vas finir l'année avec 14 de moyenne en maths ». Et grâce à lui, parce qu'il m'a fait travailler, il m'a redonné confiance, il a changé ma vie en maths, au moins. Et c'était formidable. Et c'est un monsieur qui m'a marqué et qui marque à vie. Je pense qu'on est tous marqués à vie par des modèles, quelque part. Un bon prof qui inspire et qui nous fait progresser, qui nous fait grandir, devient, je pense, un modèle. De l'adaptative learning avant l'âge. Merci pour ces souvenirs, en tout cas, d'école et de profs. On va se poser une deuxième question, tiens, en deuxième partie de ce club. Les journalistes ont-ils du souci à se faire? Les 14-24 ans leur préfèrent les influenceurs et les influenceuses. C'est au menu, évidemment, du club deuxième partie. Et on continue à débriefer ces actus avec Stéphane Zibi, Marion Moreau et Amélia Mattar, bien sûr. Alors ce chiffre, 50% des 18-24 ans qui s'informent via des influenceurs et qui délaissent des journalistes. D'abord, c'est le constat du tout dernier rapport sur l'étude du journalisme par l'agence Reuters, l'université d'Oxford et l'Institut YouGov. Le fait marquant notamment de cette année, au-delà de cette préférence très marquée pour les influenceurs et les influenceuses, c'est le fait que... ça vient d'une majorité d'utilisateurs de TikTok à 55%, Snapchat 55% aussi, et Instagram à 52%. Les 18-24 ans sont-ils en train de nous mettre littéralement une pile, Marion ? Je m'adresse à l'autre journaliste. Oui, moi aussi, c'est vrai que comme je suis journaliste, ça m'interpelle. Par contre, ça ne me surprend pas. Alors, en fait, je vais donner ma première réaction comme ça à chaud. Ça ne me surprend pas, et je pense que ça ne surprend personne d'ailleurs, et peut-être encore moins ceux qui nous écoutent, parce que finalement, l'essor de ces réseaux sociaux, de ces vidéos, de cette nouvelle façon de communiquer, hyper rapide, etc., c'est là que ça se passe, entre guillemets. Les audiences de jeunes sont là. Les influenceurs ont compris aussi comment utiliser tous ces outils-là. Donc, c'est pas très surprenant, en fait, qu'aujourd'hui, le temps d'attention, y compris celui de s'informer, soit sur ces plateformes-là et dans cette forme-là, qui est évidemment très éloignée du journal de 20h d'Anne-Sophie Lapix. C'est sûr. Mais en revanche, c'est vrai que la forme est pas tout à fait, et là je vais défendre notre métier, la forme demande quand même un petit peu plus à être discutée, parce que nous on a une méthode en tant que journaliste, et bien que ce soit un métier qu'il faut faire évoluer, je pense aussi, le journalisme doit évoluer, mais on a quand même des choses qui sont nos prérogatives. On doit sourcer, on doit croiser nos sources, on doit vérifier ce qu'on dit, ce qu'on sort. Enfin, c'est quand même important de ne pas non plus être dans le commentaire. Et ce qui différencie pour moi dans le sondage que tu évoques aujourd'hui, c'est le commentaire versus l'information. Je pense qu'il faut vraiment faire la différence entre les deux. Et j'ai quand même le sentiment qu'aujourd'hui, le commentaire devient un peu monopolistique. Et ça pose un souci, mais c'est la liberté d'expression. On ne peut pas non plus le contrer. Ou comment faire, et ces influenceurs le font très bien. Par exemple, là, quand on parle d'influenceurs information, on va plutôt se référer à Gaspard G ou à Hugo Décrypte pour en tout cas des utilisateurs et utilisatrices francophones. Mais quand justement le commentaire peut aussi devenir source de débat, est-ce que finalement il faut s'inquiéter de cette préférence des influenceurs vis-à-vis des journalistes par ces 18-24 ans? Stéphane, est-ce que c'est au contraire finalement des sources intéressantes à aller chercher pour ceux et celles qui nous éduquent aux médias et à l'information? En fait, là, j'ai regardé les statistiques pour préparer cette émission, et encore là, il y a quelques secondes, pour être sûr de ce que je disais. J'allais dire, mais c'est vrai que là, je regardais celle de Hugo Décrypte. Il a 2 600 000 followers sur Instagram, c'est beaucoup. Il publie tous les jours. Il a un format qui est... Voilà, il a compris le truc, quoi. Donc, voilà. Puis le jeu aussi aujourd'hui produit par un groupe qui s'appelle Media One, pareil. Oui, mais ça, c'est devenu maintenant là. Il a plus de moyens, et tant mieux pour lui. Il a pu industrialiser quelque chose, un modèle. Et comme Brut à l'époque, il y a des choses. Maintenant, tout le monde fait du Brut, entre guillemets, même dans la forme de montage, la façon dont c'est présenté en 9/16e, etc., plutôt que 16/9e. Bah oui, c'est comme ça. Mais je n'ai rien dit, je te regarde. Non, je te voyais faire la grimace. Toi, là, tu étais une pro quand même. Non, ils ont pu apprivoiser là où les jeunes allaient, et donc en gros,
Figaro, ils ont été... si ça avait été Le Monde ou, je sais pas, le Nouvel Obs, n'importe quoi, qui avait fait ce format-là, peut-être que tout le monde regarderait Le Monde. Et ils ont été les plus rapides, les plus agiles à sortir ça. Maintenant, c'est aux médias classiques d'apprivoiser, de remettre un peu là. Mais là, c'est un peu plus compliqué, parce que quand même, mais ça n'empêche, je pense qu'il faut pas... Là, c'est du beau travail qui est fait. Et si ça peut donner un peu aux jeunes le goût à l'actualité, de ne pas s'en foutre, ou quoi que ce soit du monde qui les entoure, c'est très bien. Et voilà, moi, je trouve juste que c'est plutôt bien, c'est complémentaire, mais je pense que les médias dits classiques devraient prendre un peu la graine, devraient s'inspirer et éventuellement faire mieux. Oui, est-ce que justement ça peut être aussi un élément qui nous apporte une source de changement, de renouvellement aussi dans la forme journalistique, plus institutionnalité aujourd'hui. Amélia, justement, comment est-ce que ces 18-24 ans réussissent à aussi faire la différence dans les sources d'influenceurs et d'influenceuses qu'ils vont consommer? En gros, Hugo décrypte Nabila, c'est pas le même combat. Non, clairement. Alors, juste par rapport au challenge que ça représente pour les médias plus traditionnels, il y a aussi un challenge quelque part technique, parce que effectivement, les réseaux sociaux ont une performance, par exemple, d'affichage très élevée. Et c'est Le Monde, on en parlait juste à l'instant, qui vraiment a investi considérablement sur le temps d'affichage. Et aujourd'hui, c'est le deuxième média qui s'affiche le plus vite au monde, derrière le New York Times, pour se conformer aussi à l'attente de ses utilisateurs qui, effectivement, viennent challenger tout ça. S'agissant de, effectivement, distinguer le bon grain de livret dans toute cette offre pléthorique, nous, forcément, Coloris, ce qu'on défend, c'est une éducation. Donc, on est aussi beaucoup sur l'éducation, effectivement, à la logique qu'il y a derrière tout ça, algorithmique, etc. Mais on est aussi sur l'éducation aux médias. Et dans nos ateliers, effectivement, on travaille avec les enfants à essayer de voir quels sont les critères pour un enfant ou un adolescent qui peuvent lui permettre, ou un jeune adulte, qui peuvent lui permettre de déterminer que telle source d'information est plus valable que telle autre, et de effectivement croiser les sources et se faire une opinion un peu juste, quoi. Et ce qui est absolument important pour redonner évidemment ces bases en matière de MI, d'éducation aux médias et à l'information. C'est intéressant ce que tu soulignais sur l'investissement aussi des médias traditionnels dans la façon dont ils peuvent s'adresser à d'autres publics sur les réseaux sociaux. Alors j'allais dire quels qu'ils soient, non, parce que chaque réseau social a ses codes et ses règles, et notamment en matière d'algorithmie, qui parfois tire un peu du secret des dieux, notamment sur TikTok. Sur TikTok, par exemple, la première source d'information francophone, le premier compte en matière justement d'audience, c'est Gala. Alors, j'ai rien contre Gala et ses informations, mais est-ce que là aussi, c'est un peu parfois compliqué de savoir ce qui ressort vraiment d'une information pure et dure, journalistique, telle qu'on peut l'entendre aujourd'hui à Marion? Est-ce qu'il y a peut-être des labels auxquels il faut penser? Comment est-ce qu'on peut aider aussi ces 18-24 ans à mieux sourcer l'information ou ce qu'ils croient être de l'information qu'ils consomment? Oui, je pense que c'est effectivement un nerf de la guerre. Il va être temps pour les fédérations ou les organes qui tiennent justement le futur des médias de réfléchir effectivement à des labels, et aussi par rapport aux deepfakes qui vont être aujourd'hui au cœur de l'information, c'est-à-dire de la désinformation. On n'est pas du tout encore... on n'est qu'au début, je ne veux pas faire de catastrophisme, enfin c'est quand même je veux dire, pour le monde des médias et de l'information, on vit un moment dangereux d'interprétation d'une autre réalité qui est en face d'audience qui se compte par millions. Donc il faut faire très attention, et il est temps maintenant que les médias et que les pouvoirs publics réagissent vite. Il n'est plus seulement question de se dire, comme à l'époque de Google News, qui avait justement fait débat, et tu connais très bien le dossier, Marjorie, était un petit peu cet arbitre, c'est-à-dire l'aiguilleur de tous les autres médias, qui d'ailleurs ont très très vite succombé au charme de Google pour essayer d'attraper de la valeur captive de l'audience, et qui se sont finalement rétractés en disant « Ah bah oui, mais alors c'est pas juste, Google nous attrape des parts de marché, ça tue le marché publicitaire interne, etc. » Bah oui, mais il fallait voir aussi quel était le purpose, comme on dit, de Google à l'époque, et c'est lui qui reste aujourd'hui un canal de valeur d'audience captive. Là, il est
plus seulement question d'être vigilant et d'inventer autre chose que d'avoir ces plateformes qui concentrent toutes les audiences, c'est aussi, je le disais et je le rappelle, de lutter contre les deepfakes, qui est un fléau. Et qui est un fléau, et c'est extrêmement important. On n'a pas vraiment le temps pour lancer une autre question. Je voulais juste vous faire part d'une expérience que j'ai vécue, moi, pour le coup, sur mon plateau, notamment à Vivatech, la start-up israélienne HourOne, qui se lance, en fait, dans la production d'humains virtuels. Alors, ces humains virtuels vont peut-être pouvoir remplacer des journalistes. Ils le font déjà, notamment avec NBC Universal, dans les contrats qu'ils viennent de signer. L'idée, c'est tout simple, c'est en fait de vous scanner, de vous cloner. Vous allez avoir votre double digital qui va pouvoir présenter, peut-être que je suis un double digital aujourd'hui, vous ne le savez pas, qui va pouvoir présenter des émissions à votre place pendant que vous dégagez du temps pour faire autre chose en tant qu'humain. Est-ce que c'est le futur du journalisme? Oh non. Oui, ça fait un peu peur quand même. J'avoue, même moi, j'ai eu peur sur mon plateau. Moi, je sais pas, j'ai envie de voir, ça m'amuserait, mais je pense que je préfère des vraies Marjorie. Moi, je préfère Marjorie aussi. Hein. Oh, c'est beau. Oh, merci, les amis. Je vote Marjorie. Merci. Si je dois faire un jour ton clone, méfie-toi. C'est peut-être mon clone qui te répond. Loi d'Asimov, t'as pas le droit de faire mal au robot, je te le rappelle. Je sais, mais c'est peut-être pas moi qui... ce sera peut-être ton clone qui fera du mal à mon clone. Ok, voilà. On va avoir ce débat plus tard. En tout cas, vous avez gagné votre place pour venir en deuxième semaine pour les toutes dernières semaines de ce Club Actu dans l'école du futur. Merci à vous pour toutes ces infos, toutes ces perspectives. Nous, on se retrouve dès demain pour d'autres aventures dans l'école du futur.